Si on vous demandait quel est le conflit géopolitique le plus symbolique de l'ère moderne, à coup sûr, la plupart d'entre vous répondriez le conflit israélo-palestinien, pour ceux qui ont besoin d'une piqûre de rappel. On a fait une vidéo sur la question palestinienne il y a pas longtemps, sauf que depuis, il y a eu des évolutions importantes, et pas forcément dans le bon sens, celui d'une résolution pacifique du conflit. Allez, on va regarder ça de plus près. La répartition actuelle des territoires palestiniens et israéliens n'a pas grand chose à voir avec le plan de partage proposé par l'ONU en 1947 pour séparer les futurs États palestiniens et israéliens. Israël s'est progressivement étendu sur le territoire palestinien, parfois à juste titre et parfois au mépris total du bon sens et du droit international. C'est la principale raison derrière les tensions israélo-arabes. Mais depuis 2020, depuis la signature des accords d'Abraham, on assiste à un apaisement du conflit, pas sur le front israélo-palestinien, où au contraire la situation s'aggrave au point qu'on craint aujourd'hui une troisième intifada, mais plutôt entre Israël et ses voisins arabes. On entrevoit enfin la lumière au bout du tunnel, mais de récents événements menacent ce processus de normalisation israélo-arabe. Le nouveau gouvernement israélien d'extrême droite met en péril tous les progrès qui avaient été réalisés par les diplomates israéliens et leurs alliés états-uniens. Du coup, chez Diplo, on s'est posé plusieurs questions. Déjà, comment Israël a-t-il amorcé le processus de normalisation avec ses voisins arabes? Qu'est-ce qui est en train de se jouer aujourd'hui en Palestine pour qu'on considère que ce rapprochement est menacé? Et enfin, qu'est-il arrivé au rêve d'un État palestinien? On va y aller point par point. Israël, seul contre tous. Israël vit en état de guerre permanente depuis sa création en 1947. Le premier conflit, il démarre dès 1948. L'Égypte, la Jordanie, l'Irak, la Syrie et le Liban forment une alliance pour attaquer Israël. Les combats se terminent début 49 avec la signature d'un armistice entre Israël et chacun des belligérants, mis à part l'Irak. Victoire militaire israélienne, mais surtout victoire politique. L'État hébreu s'impose comme une puissance militaire dans la région. D'ailleurs, cette formule va se systématiser dans les prochains conflits que le pays connaîtra. Victoire militaire, armistice, gain politique et territorial et une nouvelle guerre dans la foulée. Sauf en 56 avec le conflit du canal de Suez. Israël, avec à ses côtés la France et la Grande-Bretagne, partent en guerre contre l'Égypte. Les Britanniques et les Français sont stoppés net dans leur élan par les USA et l'Union soviétique. Israël continue seul mais ne tire rien de cette victoire militaire. En revanche, ça fonctionne plutôt bien en 67 avec la guerre des 6 jours et en 73 avec la guerre du Kippour. Heureusement, la situation s'est progressivement apaisée avec la signature de plusieurs accords de paix de grande ampleur. Déjà celui avec l'Égypte en 79 puis avec la Jordanie en 94. Après ces accords de paix, Israël ne prendra à nouveau les armes que contre un seul pays, le Liban, avec lequel il s'était déjà battu en 82 pour neutraliser l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine. Au cours de cette guerre s'est déroulé l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire israélienne, le massacre de Sabra et Shatila, commis par les milices chrétiennes, mais sans que Tsahal, qui était déployé autour de ces camps, n'intervienne pour stopper le massacre. Et bah, en 2006, Israël envahit à nouveau le Liban, cette fois-ci pour neutraliser le Hezbollah. Bref, depuis, Israël n'est plus entré en guerre avec ses voisins. Après, les affrontements ont perduré sporadiquement. Par contre, il y a un conflit qui, lui, s'est enlisé. C'est celui avec la Palestine. Vous avez tous déjà entendu parler de la première intifada en 1987 et de la seconde en l'an 2000. Et aussi de l'échec des accords d'Oslo entre 93 et 95 qui prévoyaient pourtant une nouvelle division territoriale et la création de l'autorité palestinienne. Et bah, toutes ces tentatives n'auront pas suffi à sortir de l'impasse. Même l'annonce du cessez-le-feu en 2005 qui marque la fin de la seconde intifada n'a pas permis aux deux adversaires de se mettre d'accord sur un plan de sortie de crise. Depuis, malheureusement, les drames sont devenus courants, des choses du quotidien. Janvier 2023, Jérusalem-Est, 7 morts dans une fusillade près d'une synagogue. La France condamne une effroyable attaque terroriste. Mai 2023, 10 civils, dont 4 enfants, tués dans des frappes contre le djihad islamique palestinien. Ce qui n'a pas empêché Israël d'aller de l'avant avec son projet de construction d'un État moderne, ce qui passe notamment par la normalisation de ses relations diplomatiques avec les pays voisins. Ça aurait été impensable il y a quelques années encore. Alors, qu'est-ce qui a changé cette fois-ci? Pourquoi les accords d'Abraham ont réussi là où toutes les propositions précédentes ont échoué? Déjà, faut savoir qu'initialement, à part Israël, il n'y avait qu'un seul pays qui était concerné par la proposition de Trump, les Émirats Arabes Unis. C'est ensuite que sont venus se greffer le Bahreïn, le Soudan et le Maroc. Évidemment, ces accords ont profondément choqué l'opinion publique dans le monde arabo-musulman, et les Palestiniens en premier lieu.
Avec la signature de ces accords, c'était la fin de facto de l'initiative de paix arabe de 2002 qui interdisait à tous les pays arabes signataires de normaliser leurs relations avec Israël jusqu'à ce que soit proclamé un État palestinien. Donc forcément, les Palestiniens se sont sentis trahis et abandonnés. La tension avec les Israéliens est montée d'un cran. 4 mai 2021, protestation du gouvernement palestinien à la Cour pénale internationale contre l'expulsion dans un quartier de Jérusalem-Est. Mai 2023, Israël frappe la bande de Gaza. 15 morts, dont 3 chefs du djihad islamique. Depuis, on assiste impuissant à une spirale de violence toujours plus meurtrière. Et l'accession au pouvoir du gouvernement israélien actuel est probablement l'une des pires choses qui pouvaient arriver. L'extrémisme religieux en action. On était nombreux à espérer que les tensions de part et d'autre de la frontière allaient se calmer en 2023, après une année 2022 qui avait battu tous les records en nombre de morts depuis la fin de la seconde intifada en 2005. Mais c'est le contraire qui s'est passé. La radicalisation s'est cristallisée. Les raids de Tsahal, l'armée israélienne, se sont intensifiés en territoire palestinien, surtout à Jénine, un camp de réfugiés où le djihad islamique palestinien est très actif. On les appelle les brigades de Jénine. Du côté israélien de la frontière, les attentats contre des civils sont de plus en plus courants. Et de très nombreux analystes considèrent que ce regain de tension relève de la responsabilité des gouvernements israéliens toujours plus radicaux. Formé en décembre 2022, le nouveau gouvernement israélien est le plus radical de toute l'histoire du pays. À la tête de la coalition, Benyamin Netanyahou, l'increvable. C'est donc une alliance du Likoud avec plusieurs partis d'extrême droite, ultra-orthodoxes et extrémistes religieux. Les deux partis extrémistes religieux qu'on distingue des ultra-orthodoxes, plus traditionnalistes, ce sont Hatzionut Hadatit, le parti sioniste religieux dirigé par Bezalel Smotrich qui défend les intérêts des colons israéliens, et le parti Force juive Otzma Yehudit sous la direction d'Itamar Ben-Gvir, un extrémiste condamné par la justice pour apologie du terrorisme et incitation à la haine raciale. Un fou furieux que l'armée israélienne a refusé dans ses rangs quand il avait l'âge de faire son service militaire. Aujourd'hui, accrochez-vous bien, il est ministre de la Sécurité nationale. Bref, le gouvernement actuel n'a jamais dissimulé ses intentions expansionnistes. Il a même mené sa campagne sur le fondement de cette promesse. Le peuple juif a un droit exclusif et inaliénable sur toutes les parties de la terre d'Israël. Le gouvernement encouragera et développera le peuplement dans toutes les parties de la terre d'Israël, en Galilée, dans le Negev, dans le Golan, en Judée et en Samarie. Premier point du programme du 37e gouvernement d'Israël. Depuis, la colonisation de la Cisjordanie s'est accélérée. L'autorité palestinienne à Ramallah est trop faible pour faire autre chose que protester. C'est un gouvernement fantôme. D'où le mécontentement des Palestiniens envers leur autorité. Elle ne sert à rien. D'autres l'aperçoivent comme la boniche des autorités israéliennes dans les territoires palestiniens. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, prône la non-violence en public pour garantir les aides financières européennes, états-uniennes et israéliennes. Dans les coulisses, c'est un peu plus subtil. N'empêche que les quelques opérations militaires menées par les forces de sécurité palestiniennes pour répondre aux violences en Cisjordanie font penser à la population civile que l'autorité palestinienne n'est qu'une coquille vide qui sert les intérêts israéliens. L'autorité palestinienne arrête 5 terroristes du djihad islamique à Jénine. Donc l'autorité palestinienne est de plus en plus contestée, alors que des organisations dites de résistance gagnent en influence. Le djihad islamique palestinien, la fosse aux lions à Naplouse, le Hamas à Gaza, etc. etc. En Cisjordanie occupée, une nouvelle génération de Palestiniens renoue avec la résistance armée. Pour lutter contre l'occupation israélienne, des groupes de jeunes combattants palestiniens se sont constitués dans plusieurs villes. Ils ne se revendiquent d'aucun parti politique et organisent des attaques contre l'armée et des civils israéliens. C'est pour cette raison que pas mal d'experts pensent qu'on se rapproche dangereusement d'une 3e intifada. Mais en vrai, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on pense chez Diplo qu'elle ne produira aucun résultat. Si certains Palestiniens espèrent voir une 3e intifada s'amorcer, il faut bien garder à l'esprit que l'armée israélienne est encore plus puissante et moderne qu'elle ne l'était en l'an 2000 lors de la seconde intifada. Ensuite, avec le gouvernement actuel très radical, l'État hébreu se met à dos ses alliés historiques, les USA, dans leur projet d'annexion des territoires occupés. Mais tout laisse penser qu'ils s'en fichent. S'il faut choisir entre l'annexion des territoires occupés et le gel de la colonisation, ils choisiront le premier, quitte à perdre le soutien états-unien. Et finalement, les Palestiniens ont tout simplement ni l'argent ni l'industrie
pris pour soutenir un effort de guerre contre Israël. Il n'y a pas non plus d'union de différents mouvements de résistance. On voit mal le Hamas, le djihad islamique palestinien et la Fosse au Lion coordonner des attaques massives contre Tsahal ou la population civile israélienne. Aujourd'hui, plusieurs pays arabes se sont lassés de la question palestinienne, en tout cas au niveau de leur gouvernement, parce que la cause palestinienne mobilise toujours beaucoup l'opinion publique. Mais n'empêche qu'en cas de nouveau soulèvement, c'est pas dit que les mouvements de résistance bénéficieront de leur soutien financier ou militaire. Quelques appels au calme et puis basta. Et puis, à la différence de la première et de la seconde intifada, il n'y a pas de figure fédératrice comme Yasser Arafat à l'époque. Personne pour rassembler, organiser et incarner la résistance. Après, en cas d'escalade des hostilités, même si ça ne dégénère pas en intifada, l'État israélien subira quand même des répercussions diplomatiques. Les gouvernements arabes, voire occidentaux, marqueront leur désaccord avec le gouvernement d'extrême droite. Après, est-ce qu'on peut réellement parler d'une remise en question globale des accords d'Abraham? On t'en parle tout de suite. La fin des accords d'Abraham. Vraiment ? Alors, on serait tenté de croire que si les accords d'Abraham étaient nuls et non avenus, on reviendrait juste à l'état de fait précédent. Sauf que ces accords, ils ont eu un réel impact sur le Moyen-Orient. La normalisation des relations israélo-arabes venait avec ses avantages. Israël annonce avoir enregistré des exportations de défense records à hauteur de 12,5 milliards de dollars, dont 24% vers des partenaires arabes. Et ouais, paradoxalement, les accords d'Abraham étaient censés stabiliser la région, mais ils ont aussi signifié le boom du commerce des armes entre Israël et ses nouveaux amis. Plus d'armes pour plus de paix. On n'est plus à une contradiction près. Déjà, Israël a exporté vers les Émirats Arabes Unis ses systèmes de défense antiaérienne Barak et Spider. Du coup, le commerce entre les deux pays, il a bondi. Il est passé de 180 millions de dollars en 2020 à plus d'1 milliard en 2021. Et depuis, ils ont même passé un accord de libre-échange qui devrait leur permettre d'atteindre d'ici 2030 un volume d'échanges commerciaux de 6 milliards 500 millions de dollars. C'est du pain béni. Bon, et à part les retombées économiques, il y a aussi une question éminemment politique, celle du containment de la République islamique d'Iran, considérée par beaucoup comme le plus grand défi à la stabilité régionale. Plein de pays du Golfe Persique ont relégué la question palestinienne à l'arrière-plan pour se concentrer sur la menace sécuritaire que pose l'expansionnisme iranien dans la région. Or, l'armement de pointe développé par Israël est l'un de leurs meilleurs atouts. Après, ça veut pas dire que la cause palestinienne a disparu des radars. Et le gouvernement d'extrême droite gêne énormément ses nouveaux alliés qui ne savent plus sur quel pied danser. 23 juin 2023, le Maroc remporte le sommet des accords d'Abraham à la fin de l'été. 20 juin 2023, les Émirats Arabes Unis condamnent fermement les attaques israéliennes contre la ville palestinienne de Jénine. Après, même s'il y a un regain des tensions entre les Palestiniens et les Israéliens, il y a peu de chances que les pays arabes signataires reviennent sur les accords d'Abraham. Il y a trop d'enjeux. Il suffit de regarder ce qu'il s'est passé avec l'Égypte et la Jordanie. Aucun des deux accords de paix n'a été remis en cause depuis leur signature, alors que les colonies israéliennes en territoire palestinien se sont multipliées. En 2021, il y a eu une guerre très brève entre Israël et Gaza à coups de missiles et personne n'a évoqué la possibilité de sanctionner l'État hébreu en revenant sur les accords d'Abraham. En revanche, le vrai game changer, ce sera le jour où l'Arabie Saoudite, la grande puissance arabe, signera ces accords. On commençait à sentir une avancée dans le dialogue israélo-saoudien. Ce serait une victoire politique énorme pour Netanyahou. L'Arabie Saoudite pourrait accepter de normaliser ses relations avec Israël. Il semble que les Saoudiens, eux, aient posé une condition pour leur adhésion au traité de paix israélo-arabe, le soutien des USA au développement d'un programme nucléaire civil saoudien. Ils ont aussi exigé que des progrès soient réalisés dans la recherche d'une solution satisfaisante à la question palestinienne. Sauf que pendant des décennies, ils disaient qu'ils reconnaîtraient l'État d'Israël à la seule condition qu'un État palestinien soit créé. Vous la remarquez ou pas la subtilité? Aujourd'hui, Riyad ne parle plus d'un État palestinien, mais de la bonne volonté dans la recherche d'une solution. Et comme ils ont été très vagues, les Saoudiens peuvent déterminer que les progrès pour la recherche d'une solution palestinienne seront assez satisfaisants pour reconnaître l'État hébreu au moment où ça les arrangera le plus. En fin de compte, ils n'ont de compte à rendre à personne.
Les efforts avec l'Arabie Saoudite seraient gelés dû au conflit israélo-palestinien. Or, depuis que l'Arabie Saoudite et l'Iran ont rétabli leurs relations début 2023, grâce à la médiation de la Chine, il y a moins d'urgence de former un front arabo-israélien uni pour contrer l'Iran. Accord entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Un coup dur pour la stratégie régionale d'Israël. Bref, la question palestinienne reste centrale, mais plus prioritaire. Le gouvernement israélien actuel donne le feu vert aux colons pour continuer leur projet d'implantation en territoire palestinien. D'ailleurs, si tu veux un peu plus de détails, on a fait une vidéo sur le sujet. Donc peut-être qu'il y aura une troisième intifada, peut-être que non, mais Netanyahou doit la jouer finement pour ne pas vexer ses partenaires de coalition et en même temps ne pas se mettre à dos tous les pays arabes de la région. Ça serait dommage de faire capoter le seul accord de paix qui a marché. Et en même temps, la politique prônée par le gouvernement israélien d'extrême droite jette de l'huile sur le feu. La Palestine risque de s'embraser à nouveau. Et on vous a parlé que de la Cisjordanie. On a laissé de côté Gaza, qui à elle seule représente une complexité supplémentaire. Depuis la fin de la guerre israélo-gazaouite de 2021, le cessez-le-feu négocié par l'intermédiaire de l'Égypte tient, mais il est très fragile. C'est pour ça que le Hamas est resté très discret ces derniers mois concernant les opérations militaires de Tsahal en Cisjordanie. Le problème de la colonisation, le Hamas s'en fiche, ça ne le regarde pas. Maintenant, à toi, penses-tu qu'une nouvelle intifada démarrera dans l'année? L'Arabie Saoudite va-t-elle finir par adhérer aux accords d'Abraham? Fais-nous savoir ce que t'en penses dans les commentaires, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner, et à très vite pour plus d'actu internationales. Leitraot et Todaraba.